Il est 15 h, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres. Départ donc hier du président nigérien Issoufou Mahamadou après un bref séjour de travail en République de Djibouti. Et au Libéria, les Libériens votent pour consolider la paix. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président du Niger, Issoufou Mahamadou, est arrivé donc à Djibouti hier pour un bref séjour de travail. Et de son arrivée, le chef de l'État nigérien a été conduit au palais présidentiel où il a été accueilli donc chaleureusement par son homologue djiboutien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et un tête-à-tête donc a eu lieu entre les deux chefs d'État où plusieurs sujets ont été abordés, dont notamment l'établissement d'une coopération bilatérale Niger-Djibouti et discuter également de la situation sur la zone de libre-échange continentale dans le cadre de président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, donc a été désigné, rappelons-le, champion de la conférence de l'Union africaine. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a remercié le chef de l'État djiboutien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Et après leur tête-à-tête, les deux chefs d'État ont tenu une réunion bilatérale en présence des membres du gouvernement djiboutien et de la délégation du Niger. Les discussions donc ont essentiellement porté sur les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République du Niger, sur la zone de libre-échange continentale et sur des questions régionales et internationales. Ainsi, les deux parties se sont d'abord félicitées des relations fraternelles qui existent entre les deux pays. Ils ont également exprimé leur volonté et détermination à renforcer ce lien basé entre autres sur le partage des valeurs communes et notamment la culture de la région. Cette réunion bilatérale a mis aussi porté également sur la question de la zone de libre-échange continentale et sur ce point le chef de l'exécutif djiboutien a tenu à féliciter son homologue pour son leadership dans la mise en place de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. En effet, les négociations en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange continentale en Afrique ont été donc lancées en juin 2015 lors du sommet de l'Union africaine à Johannesburg en Afrique du Sud. Elle est une initiative prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'objectif de la ZLEC est de créer un seul marché continental de biens et des services, d'établir la libre circulation des gens d'affaires et donc d'ouvrir la voie à l'accélération de la mise en place de l'Union douanière en 2022 et une communauté économique africaine d'ici 2028. La ZLEC contribuerait également à diversifier et à transformer l'économie africaine, à améliorer l'allocation des ressources, à réduire les prix dans les pays et rendre l'Afrique moins vulnérable aux chocs commerciaux externes. Le président Guelleh a ainsi indiqué à l'occasion de cette rencontre que pour Djibouti, la zone de libre-échange continentale était une suite logique de son appartenance à la COMESA. Les deux délégations ont également évoqué la situation au Sahel, le différend djibouto-érythréen, la situation en Somalie et au Yémen ou encore la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le plan international. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, s'est réjoui de sa présence à Djibouti et de l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Il a indiqué que sa présence reflétait l'excellence des liens privilégiés qu'entretiennent les deux pays. Je vous propose de l'écouter. Le Niger et Djibouti partagent la même histoire. Et surtout, il y a un lien fort entre nous, c'est la religion. Puisque les Nigériens sont musulmans à pratiquement 100%, comme Djibouti. Et donc, à travers cette religion, nous avons les mêmes valeurs. Et nous avons la même vision du monde. Nous avons aussi la même vision de l'avenir de l'Afrique. Nous avons engagé un certain nombre de réflexions, comme vous le savez. Et vous êtes d'ailleurs plus ancien que moi dans la fonction. On ne fait que marcher dans vos pas. Vous avez rappelé toutes les réflexions qui ont été faites dans les années 80, le plan d'action de Lagos et tous les autres plans qui ont pour objectif d'accélérer l'intégration de notre continent. Alors, Monsieur le Président m'avait fait aussi l'honneur, avec nos autres pairs, de me confier
la gestion de cette zone de libre-échange continental. Il y a eu déjà un certain nombre de réunions, une réunion des ministres du Commerce à Niamey. Et cette réunion a convenu que pour la majorité des pays, on peut peut-être mettre en place la zone de libre-échange continental avec un taux d'ouverture de 90%. Il y a 7 pays, dont Djibouti, qui voulaient un taux d'ouverture de 85%. Et comme vous l'avez dit, il y avait deux possibilités, deux solutions qui sont proposées. Et je constate avec plaisir que Djibouti peut travailler sur la deuxième hypothèse avec un taux d'ouverture de 90%, quitte à ce qu'il y ait des périodes d'ajustement, des périodes de transition qui puissent permettre à Djibouti de s'adapter. Compte tenu des investissements importants que vous avez réalisés, vous avez besoin du temps pour les consolider, pour en recueillir les fruits. Donc on peut regarder effectivement la période de transition qui vous conviendrait. Et même s'il y a des produits très sensibles pour Djibouti qui peuvent être exclus de la liste de libéralisation, on peut également regarder cela. Donc comme vous le savez, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui m'a confié, qui m'a désigné comme championne du programme de la zone de libre-échange, avait fixé pour objectif de finaliser le projet de protocole d'ici fin 2017. Et je me réjouis en tout cas de ce que mon grand frère m'a donné un coup de pouce, parce que je comptais vraiment beaucoup sur vous pour m'aider à porter le poids qui a été mis sur mes épaules par les dirigeants africains. Donc, je me félicite de cela. Et pour sa part, le chef de l'État djiboutien Ismaïla Omar Guelleh a réitéré à son homologue nigérien d'œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux nations sœurs. Nous écoutons le chef de l'État. Nous nous félicitons des relations fraternelles solides avec la République du Niger. Naturellement, nous sommes liés par l'histoire et la culture commune et la religion. Nos deux pays partagent également les valeurs de tolérance, de démocratie et de bonne gouvernance. Nous réitérons notre ferme détermination à renforcer davantage ces relations. Et je voudrais d'abord vous féliciter de votre leadership à la tête du processus de la zone de libre-échange continentale. Je vous remercie de votre engagement sans faille. C'est une question hautement importante pour notre continent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis le sommet de Lagos, nous parlons d'intégration, d'union et d'unité africaine pour pouvoir faire face aux différents défis de ce monde. Je souhaiterais également vous assurer du soutien sans équivoque de mon pays à la création de cette zone, et j'appuie fermement votre proposition de consacrer un sommet extraordinaire à cette question. Excellence, en vue d'atteindre les objectifs d'intégration au sein du COMESA et de la tripartite, mon pays s'est d'ores et déjà engagé dans de lourds investissements pour développer nos infrastructures, comme je vous ai tout à l'heure annoncé. Il s'agit d'une zone industrielle et franche de 48 km² qui va des petites industries de transformation aux infrastructures, aux industries lourdes comme l'acier, le raffinage du pétrole, le gaz naturel, avec des investisseurs étrangers, notamment chinois et turcs et d'autres. Nous pensons que
la zone de libre-échange continentale est la continuation naturelle de notre engagement avec le COMESA et la tripartite. Mais nous engager tout de suite nous semblait un peu trop ardu, car cette action impactait négativement le processus déjà engagé par Djibouti, étant donné que les retombées de ces lourds investissements n'ont pas été capitalisées encore à ce stade. C'est pourquoi Djibouti a, à l'instar de cet autre pays dont tu as parlé tout à l'heure, émis des réserves et préconisé que ces niveaux d'ouverture soient limités à 85%. Toutefois, il me semble que vous avez, chers frères, trouvé une excellente solution en nous proposant deux options. 85% de libéralisation suivant un tableau de démantèlement pendant 13 ans et un délai supplémentaire de 2 ans pour 5%. Ça, c'est la première. Deuxième, une période de grâce de 10 ans, ne rien libéraliser et puis entreprendre la libéralisation à 90% en 2 ans. Je suis heureux de vous dire que Djibouti optera pour la deuxième proposition et se préparera adéquatement à la zone de libre-échange continentale. Et nous avons profité donc de cette visite de travail du président du Niger, Issoufou Mahamadou, pour interroger son ministre des Affaires étrangères durant une interview en ce qui concerne donc la raison de cette visite d'une part et d'autre part de ce qu'il en est concernant la zone de libre-échange continentale. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la mission qui a été confiée au président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou. Il vous souviendra que lors du dernier sommet, les chefs d'État africains lui avaient confié la responsabilité de poursuivre et de finaliser le processus de mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Dans le cadre de cette mission, un certain nombre de réunions ont été organisées, notamment au niveau ministériel, et il s'est trouvé que le schéma de libéralisation des échanges qui a été proposé aux États pour mettre en place cette zone de libre-échange a eu l'adhésion de la plupart des États africains. Il restait quelques États qui avaient émis des réserves sur le schéma et le niveau de démantèlement des dispositifs en vue d'arriver à la mise en place de la zone de libre-échange. Parmi ces États-là, il y a Djibouti qui avait cette réserve sur le niveau de démantèlement. Le président de la République s'est senti en devoir de venir rencontrer son homologue djiboutien pour lui dire de l'aider à réaliser cet objectif important. Nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé, très heureux aussi des paroles fortes du président de la République Djibouti qui a indiqué au président que ce schéma, ce projet est très important pour la communauté et que Djibouti a apporté sa contribution en optant pour l'un des schémas qui avait été proposé par les ministres et qui nous permet aujourd'hui de compter Djibouti parmi les pays qui soutiennent le schéma et qui vont tout faire pour que d'ici la fin de l'année, d'ici précisément janvier 2018, le président de la République du Niger puisse présenter un schéma consensuel de mise en place de la zone de libre-échange en permettant à chaque État, comme c'est le cas de Djibouti, de choisir un schéma qui lui permet d'amortir des investissements importants qu'ils ont faits dans le cadre de l'attractivité du commerce et du développement de l'industrie sur leur territoire. Un dernier mot, il a été nommé champion par l'Union africaine. Ça veut dire quoi? C'est cela. Champion, c'est le chef d'État qui a la responsabilité de conduire au nom de ses pairs et de présenter un rapport devant ses pairs sur la question. Et la zone de libre-échange continentale est l'un des chantiers les plus importants de l'Union africaine. Vous savez qu'au départ, même cette question a été posée comme étant essentielle parce que le principe même de l'organisation, lorsqu'elle était organisation de l'unité africaine, c'est l'intégration. Et pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne nous a éclairé donc lors de cette interview sur l'état de lieu en ce qui concerne la zone de libre-échange continentale ainsi que le niveau des relations bilatérales dans tous les domaines entre Djibouti et le Niger. Voici les propos du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de développement de ce processus d'intégration du continent africain qui est bien avancé. Il est question de lancer la zone de libre-échange continentale d'ici début 2018. Il y aura un sommet extraordinaire qui sera consacré au lancement de cette zone de libre-échange continentale.
Et je crois que c'est un des piliers du programme décennal qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les États africains ont éprouvé le besoin de développer le commerce intra-africain. Et pour développer le commerce intra-africain, il était important de se débarrasser d'un certain nombre de barrières tarifaires, douanières et non douanières. Ces barrières freinaient un petit peu le flux des biens et des personnes entre les États africains, et je crois que c'est la condition sine qua non pour pouvoir justement développer ces échanges. Son Excellence le Président Issoufou de la République du Niger est en train de faire le plaidoyer auprès de ses pairs africains sur donc cette zone de libre-échange continentale. Et je crois qu'il est parvenu à ses objectifs à ce jour. Il reste peut-être encore quelques pays qui ont émis des réserves, mais je crois que son plaidoyer, ses efforts sont en train de porter leurs fruits aujourd'hui à Djibouti. La rencontre entre les deux chefs d'État a eu quand même un écho favorable et très positif concernant donc la levée d'un certain nombre de réserves que Djibouti émettait sur la libéralisation à 90% des échanges. Je crois qu'il y a une option qui est proposée, qui est celle d'avoir un délai une période de grâce de 10 ans plus 2 années de transition, et qui permettrait à Djibouti, qui avait souhaité que le niveau de libéralisation des échanges soit de 85%, de passer directement à un niveau de libéralisation de ces échanges à hauteur de 90%. Je crois que les autres pays également, après ces discussions approfondies, pourront également franchir le pas et aller vers ce consensus qui est requis avant le lancement de cette zone de libre-échange continentale. Au-delà de cela, je crois que les relations entre le Niger et Djibouti sont au beau fixe. Nous avons également discuté d'un certain nombre de questions relatives à la paix et à la sécurité dans la région. Et nous avons, les deux chefs d'État ont réaffirmé les valeurs communes qui, je dirais, motivent l'action commune que les deux pays mènent au niveau du continent et dans leurs régions respectives. Et après un bref séjour sur le sol djiboutien, le président du Niger, Issoufou Mahamadou, a finalement quitté le sol djiboutien hier en fin d'après-midi. Accompagné donc d'une forte délégation, le chef de l'État nigérien s'est entretenu durant son séjour avec son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. À son départ sur le tarmac de l'aéroport, il a été salué par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et par les membres du gouvernement djiboutien. Un bref entretien donc avait eu lieu entre le président du Niger et le Premier ministre djiboutien dans le salon d'honneur de l'aéroport. Le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et le ministre du Commerce Hassan Hamad ainsi que le secrétaire général de la présidence ont participé donc à l'entrevue entre le Premier ministre et le président nigérien. Les officiels nigériens accompagnant le président nigérien dans l'ambassadeur du Niger ont participé côté nigérien. Et dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, le Niger a été désigné, rappelons-le, champion par la conférence de l'Union africaine. Et avant de poursuivre dans cette édition, nous allons retrouver tout de suite l'appel à la prière de l'Asr. Nous nous retrouvons juste après. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre édition. Santé à présent, après au box, c'est au tour de la ville blanche Tadjoura d'accueillir la délégation ministérielle comprenant le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maoukié, et le ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamoud Mohamed Al-Ramis, en vue de participer à la concertation nationale sur la santé. Alors nous allons revenir sur ce sujet avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Donc que vise Asma, le ministère de la Santé, à travers cette concertation? Est-ce un dialogue interactif et participatif? Oui, en effet, c'est dans le cadre de cette concertation nationale que le ministre effectue une tournée dans les régions de l'intérieur pour s'enquérir des aspirations, des besoins et des préoccupations des habitants de la ville blanche dans le domaine de la santé. Les deux ministres sont arrivés donc par bateau à Tadjoura et un accueil enthousiaste leur a été réservé par les autorités locales et la population. Le préfet, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Omar Hussein, ainsi que les notables étaient à la tête des personnes venues souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle. Le préfet, le ministre de la Santé, a pris ensuite un bain de foule, comme vous les voyez sur les images, se rend plusieurs mains, et c'est dans une ambiance donc de fête que s'est déroulé cet accueil à l'Escale. Et puis à proximité du siège du conseil régional, au cours d'un discours prononcé pour la circonstance, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maoukié, a rappelé que l'objectif de cette rencontre avec la population consiste à recueillir les propositions, les besoins, les doléances, ainsi que les aspirations des représentants de la société civile de la ville blanche en matière de santé. Plusieurs personnalités et notables de la région ont posé leurs questions donc qui traitaient de l'accès aux soins et d'une large couverture de la rapport de la population locale, de la disponibilité des médicaments et de la facilitation des évacuations sanitaires pour les cas graves. Le ministre de la Santé a apporté des éclaircissements sur toutes ces questions, expliquant en profondeur donc les grandes lignes de la politique sanitaire menée par le gouvernement. Le ministre a indiqué en outre que toutes les doléances exprimées serviront de matrice pour l'élaboration et la programmation des perspectives de développement sanitaire qui tiendra compte des spécificités de la région. Eh bien, le ministre a également rappelé à Ahmed que la mission principale de son département émane des activités, des directives données par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui se soucie du bien-être de ses concitoyens sur tout l'étendue du territoire national.
Merci Asma. Et le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional ont pour leur part salué l'initiative de ce débat ouvert et constructif sur la santé. Écoutons un extrait de leurs interventions. Ministre de la Santé, ministre de la décentralisation, nous accueillons Amaté. Nilam Maté, Kadou Shibik Adata Bnouaina, Yemaraha, Kenin. Si nous tombons Mata, il y a habité Tonou, à Mango. Ulu Tiabama Kadatiai. Tohka harhimi asakum hay dimoteta ediabu an dimoteta tani numah nifan kakamatuk suktenimi. Et ce débat donc sur les besoins en matière de santé qui permet de dégager un large consensus afin d'améliorer les prestations sanitaires répond aux préoccupations du ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Il a indiqué que d'autres départements ministériels vont s'approprier cette approche qui est au final renforcera le processus de décentralisation et tendra à améliorer les conditions de vie des Djiboutiens partout où ils se trouvent. Nous l'écoutons. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour avoir répondu présent pour participer à cette importante rencontre de réflexion qui est vraiment centrée sur la thématique de la santé. C'est une initiative importante. Cette initiative a été déjà lancée hier dans la région d'Obok. Aujourd'hui, en partenariat avec le ministère de la décentralisation, nous sommes en train de lancer sur Tadjoura et on espère très rapidement couvrir jusqu'à la région d'ici, Dikil, Arta et Ali Sebier. Donc c'est une très bonne occasion, je l'espère, c'est une occasion pour vraiment discuter dans une bonne intelligence. Donc il n'y a pas plus meilleur qu'une face-face positive. Donc vraiment c'est un dialogue qui va directement dans l'esprit de la décentralisation. Il faut la réactivité, proactivité de la population parce que vraiment, c'est très important. L'occasion est là et j'espère qu'on va rester d'une façon intelligente dans la thématique de la santé. Et je vais un petit peu rapidement, avant de céder le micro à mon collègue, je vais introduire le sujet en langue afar. Et le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi, a rappelé dans son intervention que ces rencontres citoyennes ont pour objectif fondamental d'être à l'écoute des demandes des populations et de leurs attentes en matière de soins. Nous écoutons les propos du ministre. Yedardarai, Kassalei, Rakaka ministre Aramisai, Yitobokoi, Undo Kardin, Kadar Labusai, Tagori Shibu, Mahsin. Naharaka, Gaddagaya, Gaddagaya, Gaddagaya. Asaku, Mala, Sin, Farne Bahne, Afiat, Wagita Mala. Malisei, Walalei, Fadnaname, Warsita. Sinli, Sinni Inna, Inshallah. دردري هني هاي تقول الشعبي هني هاي بارها بإسماعيل عمر قال هني هاي جمهورية جيبوتي هني هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous le savez, le département de la santé a entrepris une consultation massive et nationale en commençant dans la région de Bok. Aujourd'hui, Tadjoura, nous allons poursuivre dans les autres régions en collaboration avec le ministère délégué à la décentralisation. Cela s'inscrit dans la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a, chaque jour, nous a motivés, nous a donné les instructions de nous rapprocher de la population et du peuple, puisque c'est pour eux qu'on travaille. Le service qu'on offre, ou les différents départements que nous sommes responsables, ce sont des départements qui doivent servir la population, plus principalement les départements sociaux, que ce soit la jeunesse sport, l'éducation et surtout la santé. La dernière fois, lorsque je suis venu dans la région de Tadjoura, plus principalement de la caravane, nous avons promis que ce ne sera pas la première ni la dernière fois et que nous allons revenir.
cette stratégie de pouvoir s'approcher à la population, de pouvoir leur demander leur satisfaction du service dans lequel on leur rend et de pouvoir demander des recommandations, des réflexions, un dialogue pour pouvoir améliorer ce que nous faisons et que nous ne faisons pas nous seuls, mais que nous faisons tous ensemble. Après Tadjoura, je m'étais rendu à Dora, mais je suis revenu de nouveau à Tadjoura avec toute mon équipe pour vous écouter, pour dialoguer, pour voir ce que vous nous avez demandé, ce que nous avons fait et ce que nous manque. Et aussi dans l'esprit d'améliorer constamment le service. Qu'est-ce qu'ensemble nous pouvons faire et comment nous pouvons améliorer le système sanitaire et principalement celui de la région de Tadjoura. Et le ministre a poursuivi son allocution en rappelant les perspectives qui seront mises en œuvre par son département pour la région de Tadjoura. Réécoutons le ministre. Si jamais j'essaye de vous rappeler quelques points dans lesquels nous avons discuté la dernière fois, vous m'avez questionné sur l'hôpital régional de Tadjoura. Donc, je n'ai ménagé aucun effort. Moi, le préfet de la ville de Tadjoura, le président du conseil régional de Tadjoura, le ministre de la décentralisation, nous avons maintes reprises appelé le ministre des Affaires étrangères pour demander d'appuyer au niveau de la Chine pour que l'hôpital puisse être la première priorité des constructions. En ce sens, nous avons de très bonnes nouvelles. Récemment, nous avons envoyé mon secrétaire général avec la délégation chinoise pour qu'il puisse revisiter le site, voir le sol, comment il est, pour pouvoir lancer au niveau de la Chine l'appel d'offres de la construction de l'hôpital. Il y a aussi bientôt une unité mère et enfant qui va être construite. Pourquoi mère et enfant? Parce que vous savez, le maillon le plus important de la société djiboutienne, c'est la maman. Ils nous ont demandé de mettre à Dora en ambulance. Mais nous avons mis une ambulance, mais aussi nous avons mis un médecin. Après avoir octroyé 4 véhicules la dernière fois, avec le véhicule qui est de cimetière, mais nous avons octroyé 4 autres, 2 ambulances, 1 équipe mobile et 1 pour la fumigation. Nous voudrions savoir comment travaillent ces matériels. Travaillent-ils bien? Est-ce qu'ils sont au service de la population? Mais en plus, je voudrais vous dire que nous allons octroyer une autre ambulance de plus à Tadjoura, neuve, et nous allons octroyer un autre véhicule d'équipe mobile nouveau pour la deuxième axe. Donc 2 nouvelles voitures viendront très vite à Tadjoura. En plus, lorsque j'ai discuté avec les mamans, ils m'ont dit qu'ils ont un problème. Dès qu'ils ont besoin d'une césarienne, ils doivent aller soit à Tadjoura, soit au Bok. Dans ce cas-là, nous allons dès demain matin, il y a un gynécologue qui va venir et qui va rester sur Tadjoura. J'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de problèmes dentaires au niveau de Tadjoura. Donc nous avons dépêché un dentiste qui doit rester ici avec les autres médecins. Le matériel est commandé et bientôt le matériel arrivera aussi très bientôt. Cela sont quelques mesures prises par le département, mais lorsque l'hôpital régional va voir le jour, il aura toutes ses spécialités comme celui de Djibouti ou d'Ali Sabié. Visite honorifique et respectueuse donc des traditions coutumières, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, n'a pas manqué d'aller saluer le sultan de Tadjoura, Abdelghadr Ahmed, et il a été accompagné par le ministre délégué en charge de la décentralisation, Aramis, et le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Le sultan était donc de son côté entouré des sages de la ville blanche, dont le chef du village, Mohamed Barkha Siraj, les membres du conseil des sages ou Miglis, ainsi que des parlementaires et des élus locaux. Au cours de son entretien, le ministre de la Santé a expliqué donc au sultan de Tadjoura, Abdelghadr Ahmed, les raisons donc de sa venue à Tadjoura et les objectifs recherchés au cours de la conférence débat organisée dans la matinée. Ce à quoi le sultan de Tadjoura a répondu qu'il s'est réjoui d'une telle initiative. En outre donc au ASMA, en sa qualité donc de membre du comité exécutif et secrétaire national en charge de la société civile du parti du Rassemblement populaire pour le progrès, le docteur Jama Elmi a engagé des discussions, il faut rappeler, avec l'ensemble des responsables locaux du mouvement politique, et ce, à l'approche des échéances électorales de 2018 où des législatives auront lieu. Oui, le secrétaire national du parti a voulu s'entretenir donc avec tous les cadres locaux du parti RPP et les responsables des 4 annexes qui composent la fédération
à Tadjoura, à savoir l'annexe de Sagalou, de Ronda, de Adailou et de Dora. Le ministre a voulu par là même revivifier le dialogue interne miné entre instances dirigeantes et bases du parti. Ce dialogue a ainsi été revigoré à l'image de l'université d'État ou des rencontres citoyennes que le parti RPP a récemment tenues au Palais du Peuple. Le secrétaire national, la réunion s'est tenue en présence du président de l'annexe de Tadjoura, Ali Mohamed Ali. Le secrétaire national du RPP a exhorté les cadres locaux à renforcer davantage l'enseignement et la transmission des principes fondateurs au parti RPP et des valeurs intrinsèques qui sont fondées sur des idéaux du patriotisme, du civisme et d'unité. Le secrétaire national du RPP, Dr Jamaï Maouki, a appelé les responsables du parti à expliciter les idéaux du mouvement politique à toutes les couches de la population et surtout surtout les jeunes qui sont des électeurs potentiels. Les présidents des comités des 4 annexes de la fédération du RPP se sont exprimés tour à tour pour apporter leur point de vue sur les actions à mener. Le secrétaire national a insisté sur le rôle de chaque cadre local en vue. Il s'agit de défendre les principes du parti qui œuvre pour l'unité nationale, pour la sauvegarde du dialogue, pour la cohésion et de l'harmonie, pour défendre également les acquis de la politique socio-économique menée par le président de la République pour l'émergence d'une société djiboutienne épanouie, solidaire et égalitaire. Le Dr Jamaï Maouki a salué enfin la ferveur militante de nos maires qui, en 1977, ont été au premier front de la lutte pour l'indépendance. Et au cours de cet important échange, le secrétaire national du parti, Dr Jamaï Maouki, a noté les doléances des différents intervenants qu'il ne manquera pas de transmettre au comité exécutif du RPP. Et nous l'avons vu, le président de l'annexe RPP de Tadjoura, Ali Mohamed Ali Gadile, a remercié le secrétaire national, Dr Jamaï Maouki, pour ses bonnes intentions. Autre nouvelle du pays, le ministre du Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, a reçu hier une forte délégation yéménite conduite par le ministre du Commerce, Dr Mohamed Abdelwahid Al-Moutaimi. La délégation yéménite est en mission de travail à Djibouti en vue de renforcer les liens de coopération entre les deux pays voisins et amis. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les voies et les moyens de parvenir à la signature des accords commerciaux et maritimes ainsi que la promotion des investissements agricoles. La concrétisation de la signature de ces accords permettra de renforcer les relations historiques entre les deux pays. Le ministre du Commerce a rassuré son homologue yéménite sur la volonté du gouvernement djiboutien d'œuvrer au renforcement des relations avec le Yémen. Il a également émis le souhait que le Yémen retrouve vite sa paix et sa sérénité. Et dans le cadre du projet mutuel communautaire, le ministère de la Femme et de la Famille a lancé officiellement des cours de soutien en faveur des enfants des familles vulnérables. Ces cours dédiés aux enfants des familles pauvres se dérouleront dans les CDC, plus particulièrement dans les CDC de Quartier 7, Hadjidide, CDC de la cité Arhiba, PK12 et Wahledaba. L'objectif principal est d'aider ainsi et accompagner les enfants des familles vulnérables dans leur cursus scolaire pour qu'ils trouvent les mêmes opportunités que les autres enfants. Cette cérémonie de lancement officiel des cours de soutien en faveur des enfants des familles vulnérables a été présidée par le conseil technique du ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed. waad ogtihiin wasiiradda haweenka iyo qoyska markii ay xilkan loo magacaabay hooyooyin baa u yimiday uu yidhi annagu waxaan u baahannahay in naga taageero xagga ubadka gaar ahaanna kuwa dugsiyada fasalada hoose primeerka dhigta annagu ma haysana bay idhaaheen maaliyad amba kharash aan kaga bixinno carruurteeda kurdi soutien waxaa la idhaahdo marka wasiiraddu waxay garatay in ay u furto CDC-da ay uga. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe sur place a pu recueillir les réactions des responsables du ministère de la Femme et de la Famille et des instructeurs qui vont donc prodiguer ces cours à ces enfants. Nous les écoutons. Le ministère de la Femme et de la Famille lance aujourd'hui le démarrage d'un projet de cours de soutien pour l'année 2017 et 2018. C'est un projet qui a vu le jour l'année dernière
lors de la célébration de la Journée nationale de l'enfant le 20 novembre 2016. Le ministère avait initié ce projet pilote, comme je l'avais dit tout à l'heure l'année dernière, au niveau des quartiers 7. Et cette année, nous avons élargi sur 4 nouveaux sites, à savoir Hadjidide, Archiba, Wahdedaba et Bekadouz. Ces programmes consistent à appuyer les enfants des familles les plus nécessitées suite à la demande des mères des familles qui ont sollicité Madame la ministre pour cet appui. Et la semaine nationale de l'enseignant a été célébrée donc dans la région de Dikil à l'instar des autres régions. La cérémonie de cette journée a eu lieu dans la plus grande école primaire de Dikil appelée Saïd Abdo, connue sous le nom de Dikil 1. On prépare à cette cérémonie dédiée donc aux enseignants, l'ensemble du corps enseignant de la région de l'unité ainsi que les autorités locales. En premier, le préfet, le président du conseil régional, les conseillers techniques, les responsables du service déconcentré, des UCAL et des ulama. Au menu donc de cette journée, des danses, du culturel, des sketchs présentés par les élèves de l'école de Dikil 1, des poèmes et présentés également par des enseignants et les élèves de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre de la politique mise en place par le chef de l'État, a axé normalement sur l'innovation, comme vous l'avez dit, dans l'enseignement et sur la qualité de l'enseignement. J'aimerais rendre un vibrant hommage aussi à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui est aussi un enseignant et qui fête avec vous cette grande journée. J'aimerais adresser aussi toutes mes vives remerciements à la délégation qui nous a été envoyée par le ministre de l'Éducation nationale. À vous les instituteurs et institutrices, à vous les professeurs, à vous les conseillers pédagogiques, enfin à tous les personnels enseignants dans sa diversité et sa richesse. Je veux que vous sachiez que la République vous est reconnaissante et vous honore pour votre dévouement à la cause commune. Sachez que la République vous a confié ce qu'elle a de plus précieux pour sa pérennisation et son développement. La célébration de la semaine de l'enseignant témoigne l'intérêt suprême que le gouvernement porte à l'endroit des enseignants, parce qu'ensemble, nous pouvons bâtir une nation forte et indivisible, conformément bien sûr à la vision clairvoyante de notre chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, le porte-flambeau de notre chère nation. Et pour plus de précisions concernant bien sûr la célébration de cette journée internationale de l'enseignant, je vous propose d'écouter le chef du service régional et les conseillers représentant le ministère de l'Éducation nationale. Sans les enseignants et les enseignantes, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné. Car enseigner signifie apprendre à l'élève à lire, à écrire, à libérer son potentiel, à lui offrir de nouvelles perspectives. C'est aider les enseignants, c'est aider les élèves à concrétiser leurs rêves dans un monde meilleur. Pour cela, il faut des enseignantes et des enseignants qualifiés pour guider les élèves et les encourager à cultiver des valeurs fondamentales telles que la paix, la tolérance, l'égalité, le respect et la compréhension. C'est à la fois un honneur et un réel plaisir pour moi de vous adresser ces quelques mots à l'occasion de la Semaine nationale des enseignants, qui constitue pour vous un moment de fête, mais aussi de réflexion autour de l'évolution du métier de l'enseignant. J'espère que cette année scolaire 2017-2018 qui débute sera pour vous et vos élèves une année de réussite et de succès. Pour que la réussite soit au rendez-vous, je vous demande de consolider encore et toujours la qualité des enseignants apprentissage à tous les niveaux et à tous les degrés d'enseignement, du préscolaire au lycée, en passant par l'enseignement moyen. Je suis confiant. Je sais que vous êtes disposés à relever ce défi de la qualité.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Donc nous allons tout d'abord parler de cette élection présidentielle qui se déroule actuellement au Libéria. Les favoris donc sont bien partis pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf. Eh bien, plus de 2 millions des Libériens donc, vont voter aujourd'hui, mardi 10 octobre, pour désigner le successeur de Ellen Johnson, première femme élue chef d'État en Afrique. Parmi les 20 candidats sur la ligne des départs, 7 se détachent. La question aujourd'hui est qui succédera à Ellen Johnson à la tête du Libéria depuis 12 ans et première femme à présider aux destinées d'un État africain depuis les indépendances. 20 candidats sont en lice, je vous l'ai dit, pour cette élection présidentielle devant enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par la guerre civile. Les résultats du premier tour devraient être connus donc dans les 48 heures après les votes, selon la commission électorale qui s'attend à un second tour, à moins qu'un candidat n'obtienne donc la majorité absolue dès le premier tour. Une hypothèse peu probable avec ce casting Ahmad haut en couleur, mêlant donc ex-star de foot, ancien chef de guerre, dinosaure politique, milliardaire et reine des beautés. Merci Ali donc pour ces informations. En Californie également, des incendies monstres ont fait 10 morts dans la région des vins. Eh bien, une série d'incendies qui ravagent depuis lundi la Californie a fait donc ce chiffre, plus de 10 morts, qui a brûlé environ 32 000 hectares et détruit plus de 2000 habitations. Les autorités locales ont demandé que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. La Californie est en proie aux flammes. Une série d'incendies faisant rage. Selon les pompiers, environ 32 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes depuis dimanche soir dans cette région très touristique et causue, proche de San Francisco. Au total, 10 personnes ont perdu la vie. 7 personnes sont mortes dans le comté de Sonoma, selon le shérif. Deux dans l'incendie d'Atlas dans le comté de Napa et un dans celui de Mendocino. Des ordres d'évacuation ont été diffusés donc dans les comtés de Napa et de Sonoma. Les autorités publiaient régulièrement donc des listes des abris mis à disposition des sinistrés. Eh bien, l'ouest des États-Unis a déjà subi donc depuis septembre des violents incendies qui avaient entraîné des milliers d'évacuations dans l'État de Washington et des centaines près de Los Angeles où un brasier avait atteint une dimension historique. La région est régulièrement en proie, il faut le dire, à des flammes à cette époque de l'année où les pluies sont rares et les vents violents. Et enfin, direction l'Europe où la Catalogne retient son souffle avant le discours de Puigdemont sur l'indépendance. Ce soir donc à 18h heure donc Espagne, 17h heure locale, le président de la Catalogne Carles Puigdemont va prononcer un discours très attendu sur l'indépendance de la région dont le contenu fait l'objet de toutes les spéculations. À quelques heures de son discours ce soir, le président catalan Carles hésite entre une vraie déclaration d'indépendance, comme s'ils étaient engagés en cas de victoire au référendum du 1er octobre, et un texte plus ambigu. On évoque une déclaration sur l'indépendance qui fixe plusieurs mois pour se préparer à la situation réelle. Cette option permettrait à Barcelone de gagner du temps, de contenir la colère des centaines de milliers de personnes qui ont défilé donc dimanche contre l'indépendance, et de rassurer un peu le monde de l'entreprise, très inquiet donc à l'idée d'une sortie de la zone euro. Pourtant, il est difficile, Ahmad, d'imaginer aujourd'hui que le gouvernement espagnol sera sensible aux nuances qui pourront s'exprimer dans le discours de Carles. La prise de contrôle de la région par Madrid est prête. Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, a reçu pour cela donc le soutien du leader socialiste de l'opposition, en l'occurrence Pedro Sanchez. Mais beaucoup aujourd'hui redoutent les conséquences dramatiques d'une suspension des compétences de la région. On craint aussi des débordements lors des inévitables manifestations qui seront convoquées dans les prochains jours. Merci Ali pour toutes ces précisions et merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.